pour moi, il n'y a pas de découverte du désir, il y a un assouvissement du plaisir. Donc, j'étais important pour moi de montrer qu'elle ne s'éveille pas là, au contact des hommes, au contact de la nature sauvage, mais que c'est une jeune femme qui est travaillée par ça. Vous allez écrire la première lettre de l'alphabet. A. Savez-vous quel jour nous sommes? Nous avons basculé dans un nouveau siècle. Nous sommes en 1900. Et si nous nous imaginions dans 100 ans encore? Je serai mariée dans la vallée. N'importe quoi. Dans 100 ans, tu seras morte. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Louise Aymon. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, elle vient présenter son premier long métrage, L'Englouti. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous pitcher le film en quelques phrases? Oui, c'est l'histoire d'une jeune institutrice, Aimée, qui, en 1899, part ouvrir une école publique dans un tout petit hameau perdu dans la montagne en plein hiver, là où personne ne veut aller, c'est les débuts de l'école publique. Et donc c'est elle, ce personnage politisé, engagé, mais sans aucune expérience, qui arrive comme dans un western enneigé dans un village hostile, dans une nature effrayante, loin de tout, et qui va devoir s'imposer. Pour faire ce film, vous êtes notamment inspiré d'écrits de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous en reparler? Oui, ma mère est originaire des Alpes, et donc c'est des générations et des générations d'institutrices et d'instituteurs. Et donc on m'a transmis des récits à la fois oraux et aussi par écrit. Donc une ancêtre de ma mère qui s'appelait aussi Aimée comme mon personnage. Donc la vraie Aimée avait écrit au début du siècle pour la revue de géographie alpine un récit anthropologique où elle raconte son hiver d'institutrice et ce qu'elle voit, les coutumes, les façons de vivre. Et mon grand-père, qui a aussi eu plein de récits, lui les a transformés en nouvelles qu'il éditait pour nous, ses petits-enfants, dont une qui s'appelle La bière sur le toit, avec l'histoire d'un mort qu'on ne peut pas enterrer dans un village, et que du coup on met son cercueil sur le toit d'une maison. Et donc c'est des images qui m'ont inspirée pour le début de l'écriture de ce film. Mais effectivement, dans le film, donc le personnage de Aimée Lazare, qui est incarné par Galatea Bellucci, elle arrive dans cette communauté-là, qui finalement est un cercle assez fermé, avec qui ne parlent pas forcément la même langue qu'elle, parce qu'ils ont leur dialecte, ils ont leur manière de voir les choses, leur culture. Et donc, au départ, le personnage est assez seul, parce qu'elle arrive face à une communauté très fermée, et il y a aussi beaucoup de silence dans ce film-là. Vous jouez beaucoup avec ça, ce travail du son sur les silences. Est-ce que c'est une volonté aussi de montrer cet isolement qui finit par évoluer? Oui, complètement. En fait, le film est construit du point de vue de la mise en scène et de la narration. On est avec elle. On n'est jamais seul avec la communauté sans qu'elle soit là. On vit l'expérience à travers ses yeux. On ne comprend pas, ce n'est pas sous-titré, on ne comprend pas ce qu'il dit en patois. On lui traduit ou elle essaye de comprendre et le spectateur a fait le même parcours qu'elle. L'idée pour moi, c'est comme dans un western, c'est l'étrangère qui arrive dans cette communauté et on va regarder comme dans une expérience ce que ça va modifier, qu'est-ce que son arrivée dérange, change et comment la communauté aussi la contamine elle et comment ces deux systèmes de valeurs, à la fois superstition et cartésianisme, vont bouger ensemble et comment elle qui est tellement attachée à un esprit scientifique, à la science, au fait d'être rationnelle, jusqu'où son esprit va résister si dans ce village fait de superstition des événements surnaturels ou irrationnels surgissent. En fait, elle, jusqu'à quel point elle va rester campée alors qu'elle est seule sur ses positions. Et c'est vrai que on a travaillé c'est un film de peu de dialogue, des personnages taiseux, elle dans sa solitude, et donc il fallait une actrice dont on sente et on ressente ses émotions, pas forcément ce qu'elle pense, mais ce qu'elle ressent. Et donc on joue vraiment avec le son, avec les images de la montagne, tout ce que la montagne a de vibrant, de venteux, d'enneigé, comme un relais de ses émotions à elle. Et on suit son parcours tout le long du film. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, comme tu viens de le relever, le travail du son. Ça m'a un petit peu fait penser à Sound of Falling de Masha Chedinsky, qui est passé à Cannes, donc avec ce vrombissement extrêmement fort. Il y avait aussi ce grain, le travail qu'il y a eu sur les décors. Finalement, est-ce que tu avais des inspirations esthétiques?
Oui, alors les inspirations esthétiques, on est en 1900, alors, il y avait un appel pour moi des débuts du cinéma muet, donc on a avec Marine Atlan, la chef opératrice, on a choisi un format en 4/3 qui est celui de la naissance du cinéma, mais pas juste pour le clin d'œil, aussi parce que comme c'est un huis clos à ciel ouvert, mais que je voulais, comme un huis clos très étouffant, je trouvais que on a fait des essais et filmer la montagne en 4/3, à la fois ça fait ressurgir la verticalité des décors et non pas leur majesté, et ça aussi ça étouffe, et ça paraît littéral mais en fait ça marchait. Donc on a choisi ce format qui est aussi très beau pour les visages. Enfin moi c'est un format que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et qui m'aide, que j'arrive mieux à composer. Et là avec les caméras numériques on peut choisir en fait notre format. Et aussi, il y a une chose très belle, je trouve, c'est que, donc, toujours sur ces caméras numériques, depuis 10 ans, on a des capteurs hypersensibles qui nous permettent de filmer la nuit, l'obscurité, de la travailler sans trop rééclairer et sans avoir une machinerie et un éclairage extrêmement lourd avec beaucoup de projecteurs. Et du coup, moi, c'est ce que je vois tout de suite dans les films d'époque, c'est quand il y a des sources de lumière qui sont pas possibles. Et du coup, alors ça peut être très beau dans un film expressionniste, mais parfois, quand je vois très bien que la bougie ne peut pas avoir cet étal de lumière, ou que je sens le spot derrière, alors que... Et du coup, j'avais vraiment envie de jouer avec ça et de travailler une lumière naturelle qui, en réalité, est totalement retravaillée. C'est un travail d'orfèvre qu'a fait Marine. Mais en fait, de donner aux spectateurs à voir comme les gens voyaient. C'est-à-dire que les chandelles, ça coûte cher. Donc il y en a peu, allez, on dit des économies de bout de chandelle, voilà, on économise les chandelles, on n'en met pas à 15. Pareil pour l'huile des lampes à huile, le feu de bois, on se met tous autour du même feu pour pas que toutes les maisons dépensent leur stock de bois. Donc ça m'intéressait de partir en fait d'éléments anthropologiques pour créer l'esthétique du film, sa lumière, voilà. Et aussi les capteurs hypersensibles, du coup donnent un grain, du bruit à l'image. Et du coup, c'est un grain qu'on a travaillé avec Marine sur l'ensemble du film et qui donne une matière que moi je trouve poétique pour le film et pour travailler le film d'époque. Pour revenir sur le scénario, donc le personnage d'Aimée Lazare, il y a un peu deux pans dans son histoire. Il y a le fait qu'elle est institutrice, qu'elle va faire l'école aux enfants, mais il y a aussi la découverte de son désir. Et ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, le mélange fantastique et en même temps côté cartésien, c'est que il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'elle assouvit, on va dire plus ou moins son désir, il se passe quelque chose, soit d'étrange, soit finalement d'assez fatal et mortuaire, on va dire, sans vouloir trop en dévoiler. Pourquoi finalement cette dimension peut-être un peu punitive de la découverte du désir? Oui. Alors, pour moi, il n'y a pas de découverte du désir. Il y a un assouvissement du plaisir, parce que on voit elle amène son livre d'anatomie qu'elle a d'avant, de sa vie d'avant, qui est pour elle un livre comme un catalogue La Redoute dans Les Beaux Gosses avec Vincent Lacoste. Elle, c'est son livre qui est un support d'image pour la masturbation pour elle. Donc j'étais important pour moi de montrer qu'elle ne s'éveille pas là, au contact des hommes, au contact de la nature sauvage, mais que c'est une jeune femme qui est travaillée par ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai peu vu et que je trouve peu représenté, en tout cas dans les films d'époque. Et ensuite, rien ne dit dans le film que l'assouvissement de son plaisir soit lié à des événements fatals. Ça m'intéressait en fait de jouer justement avec les archétypes qu'on a tous et même toutes en nous de une sexualité qui serait dangereuse, la sexualité des femmes serait dangereuse, et donc quand il y a une disparition, en fait elle est aussi l'élément nouveau dans ce décor, l'élément nouveau dans cette communauté, qui est en plus une femme savante, donc une femme dont on doit se méfier, et donc peu à peu il y a une montée de la suspicion qui se retourne vers elle, et quand il y a un autre événement qui arrive de ce type aussi, que je veux pas révéler, mais ça achève que la suspicion se dirige vers elle. Elle-même, cette coïncidence la trouble, mais à aucun moment dans le film, en fait, j'ai construit une narration qui fait qu'on se prend à nos propres archétypes, mais jusqu'au bout, la solution rationnelle est que cette femme est une femme libre et sur lequel se retourne la communauté est tout à fait plausible. Après, je joue
avec en effet plein de signaux du conte gothique, de la sorcière. Et comme c'est pour moi une femme rationnelle qui est confrontée à l'irrationnel, et qu'on est dans un univers de contes et de superstition, ça me plaisait de la confronter à un mythe qui la concerne elle. Et que donc, jusqu'à où, ce que je disais tout à l'heure, elle va croire à s'accrocher à son savoir, et jusqu'à où, si elle est même prise, elle, dans sa chair, dans ses croyances, et dans sa réputation, et dans son être féminin, jusqu'à où elle va tenir, et jusqu'à où nous, on accepte de croire ou de pas croire, et qu'est-ce que nous, on projette sur les femmes. Tu parlais tout à l'heure de l'assouvissement du plaisir et non pas la recherche, la découverte du désir, pardon. Il y a justement la manière que tu as de filmer ces scènes-là, que ce soit des scènes de masturbation ou des scènes de sexe, que j'ai trouvé en même temps très belles mais aussi très pudiques finalement. Toi, c'est comment t'avais pensé ça? Quel regard tu voulais porter là-dessus? Alors, ce qui m'intéressait, c'est qu'on est dans un pays froid où les personnages sont emmitouflés. Et donc, j'adore réfléchir par la contrainte. Et donc, je me disais, bon, alors du coup, si c'était un film l'été, si les personnages sont au bord de l'eau, qu'il y a le reflet de l'eau, les lumières, la peau, l'accès à la peau, la sensualité, elle est plus facile à faire transparaître. La caméra capte très bien ça. Là, j'ai des personnages emmitouflés des pieds à la tête, on voit juste leurs mains, le peau du visage. Donc, comment faire passer la sensualité? Déjà, la séduction, avant de parler des scènes d'amour. Et en fait, je me sers à la fois du rougissement, du froid, qui fait aussi penser à l'émotion. On est près du feu, on devient tout rouge. Et il y a ce côté chaud près du feu et la glace dehors. Et donc, je me sers de la montagne, de la sensualité des éléments de la haute montagne, de la nature. Donc, le vent, le frémissement des arbres, la neige, la douceur de la neige, il y a aussi la noirceur de la nuit, la blancheur éclatante. Et ensuite, du coup, comment faire des scènes d'amour ou d'intimité avec des personnages, s'ils ont froid, ils vont pas se mettre à nu totalement, et donc c'est aussi quelque chose que je trouvais plus authentique. Et donc on est de son point de vue à elle aussi. Et du coup, je me suis dit, si c'est juste le garçon qui est nu, est-ce qu'on n'est pas plus de son point de vue à elle, puisqu'on observe son corps à lui, on découvre son corps à lui. Donc ça me plaisait, et aussi de jouer avec l'obscurité, avec ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, pour jouer aussi avec la pulsion scopique du spectateur qui est habitué à déshabiller les femmes dans les films. Et du coup, je joue avec cette attente, cet archétype, encore une fois, de la jeune femme en corset qu'on va voir nue au bout de 15 minutes de film, parce qu'elle doit se changer comme par hasard. Et du coup, j'aimais jouer avec une aversion à ce moment-là. Je trouvais que ça nous permettait de rester dans ses sensations à elle, sa découverte à elle, et de ne pas l'offrir en pâture. Et je trouvais que ce film-là, avec l'obscurité et le froid, se prêtait à ce jeu-là. Ça veut pas dire que je trouve que c'est pas bien d'être nu et de montrer les femmes nues. Je trouve que le cinéma est un instrument aussi de voyeurisme qui peut être sublime, mais ça dépend comment on l'utilise. Et là, je trouvais que c'était en tout cas ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de montrer, de façon ludique et aussi mystérieuse. Et à la fin du film, il y a bien évidemment le générique auquel j'ai prêté une attention particulière, et ça fait plaisir parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes en chef de poste, que ce soit au son, chef opératrice image également, pour le montage aussi, décor également. Est-ce que c'était une volonté de ta part de composer une équipe avec des chefs de poste féminines? Ouais. J'ai fait un petit calcul l'autre jour, j'ai regardé le tableau du générique. En fait, à l'échelle de l'ensemble des gens qui ont travaillé sur le film, on est vraiment à 50-50, hommes-femmes. Et dans les chefs de poste, il y a 70% de femmes. Je pense que ça vient de plusieurs facteurs. Un, du fait que je sois une femme, donc ça m'est naturel parce que j'étais socialisée avec des femmes. Je suis entourée de femmes brillantes. Du coup, je n'ai pas de mal à chercher. J'ai pas à me dire comment je vais faire pour trouver une femme chef de poste. J'ai eu beaucoup d'expérience et aussi une fidélité avec ces femmes-là qui m'entourent. Par ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes aussi avec des chefs de poste masculins par le passé. Donc, c'est aussi une sécurité quelque part. Il y a beaucoup d'argent en jeu dans un film. Voilà, je dirais que ça s'est fait comme ça, à la fois par amitié avec les femmes et par mauvaise expérience par le passé. C'est une forme de limitation des risques. Merci beaucoup Louise d'avoir répondu à nos questions. Retrouvez le film L'Englouti le 24 décembre. En plus, il neige dans le film. Là, il va neiger dehors aussi. Vous êtes dans le mood.
Rendez-vous le 24 décembre.